Mission TV, le miroir du monde. Merci beaucoup de la question. Je ne sais pas dire l'erreur vient de X ou Y. Déjà, je voulais dire que le refus de prêter serment, c'est une indélicatesse par rapport à la profession de magistrat qui est régie par des normes, par des règles qu'il faut obligatoirement respecter. Et je pense que si ces deux n'ont pas prêté serment, c'est vraiment à leur défaveur. Leur revendication n'est ni légitime ni légale parce que l'inconstitutionnalité d'un acte n'est pas déclarée par la population ou par une lettre. Il y a des instances judiciaires qu'il faut saisir. Lorsqu'il s'agit d'une inconstitutionnalité, on saisit la Cour constitutionnelle. Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'une ordonnance, d'un arrêté et tout ça, il faut saisir le Conseil d'État. Et donc ces deux juges ne devraient que saisir soit la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité de l'ordonnance, soit saisir le Conseil d'État pour l'annulation de cette dernière. C'est une évidence puisque le magistrat nouvellement affecté ou rodé, il doit arriver à son poste nouvellement affecté dans les 30 jours qui suivent. Et donc, si 30 jours passés depuis la nomination, s'ils n'arrivent pas à être effectifs dans leur nouvelle nomination, ils sont désormais déserteurs et là, ils seront sûrement sanctionnés par le Conseil supérieur de la magistrature qui est en même temps l'organe disciplinaire des magistrats. Revenir à la raison, c'est peut-être présenter les excuses pour le fait de leurs lettres qui démontrent une certaine indélicatesse à mon avis, c'est-à-dire qu'ils peuvent à nouveau prêter serment devant le président d'office, ça veut dire devant le premier président de la Cour de cassation qui est leur chef et le procureur général près la Cour de cassation et cette fois-là, ces deux vont recevoir leur serment, ils peuvent être affectés ou fonctionner dans la nouvelle nomination. Non, nous voulons dire qu'il y a une jurisprudence, si pas deux, mais nous voulons souligner ici à ce niveau que la Cour constitutionnelle fonctionnait déjà dans l'irrégularité. Parce que celle-ci a été effective en 2014, elle a connu ses 9 juges premiers. Parmi ces 9, il y a eu deux qui ont démissionné, notamment les juges Sambo et Banyakou. Il y a eu un cas de décès. Et tout ce temps qu'il y avait ce cas, il n'y avait pas de tirage au sort. Le tirage au sort s'est fait toutes les 3 années. Et donc, les cas par exemple du juge Kilomba qui a commencé depuis 2014, à l'époque il était le plus jeune. En principe, en 2017, il devait y avoir le tirage au sort de toutes leurs origines, mais il n'y a pas eu. En 2017 notamment, il n'y a pas eu, et donc il était déjà dans l'irrégularité par rapport à ces tirages au sort. Et l'autre, c'est le juge Ouboulou qui est venu un peu plus tard. Là, je voulais souligner que Ouboulou, c'est quelque part compréhensif puisque la 3e année de Ouboulou pour qu'il y ait des tirages au sort, c'est l'année prochaine. Là, à ce niveau-là, il y a un débat important, mais je pense qu'ils étaient déjà dans l'irrégularité et il y a eu des jurisprudences, notamment M. Vundaou qui a été enlevé de la Cour constitutionnelle vers le Conseil d'État. Il y a aussi l'avocat Luzo Lobambi qui a été nommé conseiller spécial de l'ancien chef de l'État et donc voilà ces jurisprudences. Mais une précision de détail est celle-ci, c'est que le juge Ouboulou et Kilomba sont d'abord juges ou magistrats de carrière. Ils ont été proposés à l'époque par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est cet organe qui les a proposés, qui a en même temps voulu les remplacer
parce qu'il n'y a pas eu tirage au sort en 2017 et en 2014, ça veut dire qu'il devait y avoir 2 juges qui devaient être remplacés sûrement. Alors, ces 2-là n'ont pas été, il n'y a pas eu tirage au sort, ils sont restés dans l'irrégularité et l'organe qui les avait proposés pour nomination à cette fonction a décidé de proposer les autres et moi je pense qu'il n'y a pas de débat. Ils vont devenir des citoyens simples, ils peuvent être révoqués, ils peuvent aller dans la politique active. S'ils ont des fonctions peut-être à l'université, s'ils ont des carrières de professeurs, ils vont rester comme professeurs. À défaut, ils peuvent venir joindre les avocats. Et donc, ça ne sera pas le premier ni le dernier. Au moins, ceux qui ont été nouvellement nommés à ce poste ont prêté serment. Ils sont déjà effectifs dans leur travail. Mon avis est légal, c'est de droit. La liberté provisoire peut ne pas être accordée par une juridiction. M. Kamere, cela lui avait été refusé depuis le tribunal de grande instance. Cette fois-là, on l'a refusé par la cour d'appel et à la cour de cassation. Et donc, les voies de recours pour ce qui concerne la liberté provisoire sont épuisées. M. Kamere ne peut qu'aller au fond de son dossier au niveau de l'appel, parce que le dossier est en appel. Il ne peut qu'aller au fond à ce niveau-là. S'il gagne de cause, il peut être acquitté même au niveau de l'appel, mais si des indices de culpabilité sont sérieux, et je ne vois pas M. Kamere être libéré. Vous savez, en droit, on ne peut pas accorder la liberté provisoire à quelqu'un qui a les indices sérieux de culpabilité. L'aspect de l'identité douteuse chez Kamere, ça nous enlevons, puisque Kamere, son identité n'est pas douteuse. M. Kamere est connu même par les petits-enfants. En ce qui concerne la crainte de fuite de Kamere, c'est aussi entre guillemets, mais ce qui concerne les indices sérieux de culpabilité, c'est un point très important puisque M. Kamere est la plate-bande de tout ce qui s'est passé. Comme je pouvais revenir sur ce qu'avait dit à son temps le professeur Kalouba, que c'est la théorie de l'araignée. Et donc M. Kamere était le centre de tout ce qui s'est passé en ce qui concerne ces détournements. Je ne crois pas que ces procès soient politiques. Ça, c'est l'astuce de ceux qui ne croient pas qu'en RDC, où actuellement nous sommes en train de voir l'état du droit se passer. Lui refuser, c'est le droit de juges qui ont le dossier. Il n'est pas dit que la demande de la liberté provisoire est d'office obligatoire à ce que les juridictions l'acceptent. C'est vrai que dans la Constitution, la liberté, c'est le principe, la détention, c'est l'exception. Et donc, M. Kamere est dans l'exception qui est la détention jusqu'à ce que sa culpabilité peut être établie ou levée selon les cas. C'est-à-dire, la saisine, c'est cet aspect qui rend le tribunal obligatoire de se déclarer saisi, de connaître l'affaire. Ça veut dire qu'il y a une procédure, il y a les délais qui doivent être respectés entre la signification et la saisine. Donc, sûrement, le ministère public s'est rendu compte qu'il y a soit non-respect du délai, soit il y a vice des procédures et le tribunal ne peut pas se déclarer saisi. Par exemple, M. Kamere habite sur l'avenue X, actuellement en détention à Makala, vous allez la signer à l'adresse Y où il n'est pas là et donc le tribunal ne peut pas être saisi. Et donc je pense que c'est de la procédure, l'affaire est renvoyée pour qu'on puisse régulariser la situation de cette saisine-là. Ça revient aux avocats de diligenter par la voie de greffier ou d'huissier
de justice pour que la fois prochaine, que le tribunal ou la cour soit régulièrement saisi. Il ne suffit pas de déposer l'acte d'appel, mais il suffit de diligenter la procédure. L'acte d'appel en est une chose, diligenter la procédure en est une autre. Lorsque vous déposez l'acte d'appel, ça veut dire que vous avez été lésé par des jugements d'une instance, vous allez dans l'instance supérieure, il est de droit que la procédure soit faite. C'est-à-dire, l'acte d'appel doit être signifié à toutes les parties. Le procès Kamere, il y a la partie République démocratique du Congo, qui est civilement, qui est partie civile, voulais-je dire, qui devrait être notifiée là, sur la date d'audience. Il y a le ministère public qui poursuit, qui doit être notifié notamment pour que l'audience se passe de manière régulière. Mon infameux professeur de l'université de Lubumbashi, dont je suis produit, nous disait que dans la justice, nous connaissons la date du début d'un procès, mais nous ne connaissons pas la date de la fin d'un procès. Ça veut dire, avec toutes les voies de recours qu'il y a, avec tout ce que nous pouvons avoir comme moyen dilatoire ou non dans la procédure, elle peut être tirée toujours en longueur, mais elle finit toujours par avoir une fin. Mais je pense que le procès n'est pas tiré en longueur, bien qu'en matière pénale, il y a la sérénité, oui, mais il faut respecter la procédure. Les remises sont de droit. Comment on appelle, la communication de moyens, c'est aussi un droit. Et donc, si le procès va comme il va, pour moi, je pense qu'il n'est pas tiré en longueur, mais plutôt il est en train d'aller d'ailleurs très vite. Je dirais oui et non, puisque d'une part, il y a la culpabilité que le ministère public est en train d'accuser M. Kamere. D'autre part, il y a la présomption d'innocence que M. Kamere est en train de jouir. Et donc, je crois que sans entrer dans la touche des juges, il est possible à toutes les deux fins, soit M. Kamere sera acquitté, ou soit il sera condamné en appel. La cour d'appel peut soit confirmer l'œuvre du premier juge ou infirmer. Ça dépend selon le moyen qui seront produits devant la cour d'appel. Mais à ce niveau, je me dis que tout est possible. Je pense que M. Djamal, comme personne physique, a une entreprise comme personne morale. L'entreprise Samibo, qui est en train d'exécuter ce travail, et je crois que la personne physique de M. Djamal en prison, mais la société continue à fonctionner. Si vous passez par le camp Tchatchi, il me semble qu'il y a la continuité de travaux. Récemment, on a vu des photos d'un Boujima et je ne sais pas où, qu'il y a des travaux qui continuent, mais la personne physique est là-bas. M. Mouhima n'est pas un événement dans cela. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas exécutant. M. Mouhima a été juste des passages pour faire ce qu'il a fait et tomber dans ce qu'il est tombé. Donc, je crois que les travaux continuent. M. Djamal est en détention. La société est en train de fonctionner. Dossier Pascal Moukouna, M. Moukouna avait suspecté le tribunal de grande instance de Kalamou parce qu'il y a un juge qui était au fait partial et il a suspecté ce tribunal et le dossier était plaidé en appel pour un renvoi de juridiction. L'arrêt était déjà là et le dossier est renvoyé au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui va de nouveau connaître cette affaire. Et donc je crois l'affaire doit être fixée l'un de ces 4 matins. Je crois bien la semaine prochaine, ça va passer ce dossier-là puisque ce sera un nouveau tribunal qui va connaître cette affaire. Je crois que le procès Moukouna, lorsque j'ai essayé un peu de voir le fond et la forme, le procès Moukouna est vraiment quelque part, je ne dirais pas politique, mais plutôt de l'acharnement. Sur cet acharnement, quelques têtes se sont mises sur ça pour essayer d'enfoncer M. Moukouna dans son combat que nous avons vu sous l'état d'urgence, l'état de droit et comme on appelle encore l'éveil patriotique. Et donc je ne dis pas que c'est un procès politique, mais je dis que c'est un acharnement sur un individu
à titre gratuit. Une chose que les gens doivent retenir, c'est que M. Moukouna n'avait pas déposé une plainte, mais plutôt il a déposé une dénonciation. Alors la dénonciation déposée par M. Moukouna doit être appréciée, doit être l'objet d'une étude par des juges saisis, pourvu que qu'il y ait ouverture d'un procès. Là, la Cour qui a reçu cette dénonciation va faire dans ce qu'on appelle le RI, le hors d'information. Il est en train de s'informer sur toutes les accusations dans cette information, et s'il voit qu'il y a vraiment des preuves qui accompagnent celle-là, je pense que M. Kabila, comme ancien président de la République, doit répondre de ses actes. Ouais, je crois que le message s'exprime déjà, c'est-à-dire M. Moukouna avait saisi la Cour constitutionnelle dans cette dénonciation. Alors, ce que les gens n'ont pas compris, les gens sont restés dans la lecture inversée de la loi, disant que la Cour constitutionnelle n'a que deux justiciables, le président de la République en fonction et le Premier ministre en fonction. Mais ces actes pour lesquels M. Moukouna a fait la dénonciation ont été commis par l'ancien chef de l'État au moment où il exerçait. Ça sera maintenant à la Cour constitutionnelle de saisir les conseils d'État pour que les conseils d'État en connaissent, plutôt la Cour de cassation pour que celle-ci connaisse du fond du dossier, parce que M. Joseph Kabila est aujourd'hui sénateur à vie et sa juridiction c'est la Cour de cassation. Et là, la loi 013, la fameuse loi, j'ai toujours dit que c'est une loi vraiment inconstitutionnelle. Moi, personnellement, je suis en train de faire une étude là-dessus pour que dans le jour prochain, que nous puissions attaquer cette loi en inconstitutionnalité. Donc, cette loi 013 du 21 juillet, quelque chose comme ça, qui est vraiment inconstitutionnelle, cette loi doit être vraiment attaquée puisque c'est une loi qui est inconstitutionnelle, au regard de la Constitution, bien sûr. Donc, M. Kabila est sénateur à vie en vertu de cette loi et de la Constitution, avec tout ce qu'il a comme privilège. Donc, étant sénateur, son juge naturel s'appelle la Cour de cassation et non la Cour constitutionnelle. Donc, M. Moukouna a saisi la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas de ceux qui ont accepté facilement la coalition parce que j'ai vu des partis politiques ou deux tendances contrairement opposées qui se mettent d'accord, comme les uns appellent un mariage de contre nature. Et je crois que je ne suis pas de ceux qui pensent que cette coalition elle est la bonne pour la gestion de la République démocratique du Congo, puisque d'une part, il y a ceux qui ont dirigé pendant 18 ans, qui sont dans beaucoup de dossiers, notamment devant la justice et avec le peuple congolais. D'autre part, il y a le nouveau venu dans la gestion. Se mettre ensemble, c'est compliqué. C'est comme si vous prenez une femme qui a 70 ans avec 10 enfants, qui se marie à un jeune homme qui n'a que 17 ans, par exemple. Vous voyez que ce mariage-là aura toujours des problèmes. L'un a une certaine expérience par rapport à l'autre, notamment sur la gestion, mais aussi sur les passés avec le peuple congolais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette coalition, à mon avis, elle doit être détruite par le peuple congolais, puisque la coalition ne profite pas au peuple congolais. Si celui qui gère la coalition aujourd'hui, en tant qu'autorité morale, c'est M. Fachi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'autorité morale de la coalition, si nous acceptons. Mais celui-ci, quand il prend un acte, l'acte est toujours combattu par les autres de sa coalition. Et donc, c'est une coalition hypocrite qui ne peut pas exister et qui ne profite pas au peuple congolais. Je pense que les Congolais n'ont pas besoin de la coalition, mais ils ont besoin du social et de l'état de droit. Fachi ne joue pas l'hypocrisie. Fachi est en train d'asseoir son pouvoir pour que l'état de droit soit effectif. Mais je pense que l'hypocrisie est entre les animateurs de la coalition, qui sont notamment tous ces gens qu'ils envoient pour des négociations, qui sont vraiment dans l'hypocrisie. Ils se mettent
de piège les uns et les autres. Au niveau du président de la République, moi je sors même M. Kabila dans ces débats-là, parce que je vois le FCC est géré, c'est vrai, par M. Kabila comme autorité morale, mais qu'on ne le voit pas dans des contradictions. On voit plus ces acteurs, on voit plus ces caporaux qui sont autour de lui, dans des contradictions, dans des attaques et consorts, notamment du côté président Félix. Il y a ces caporaux qui sont dans ça, mais je pense que pour le président Félix, il est en train de lutter pour asseoir ce qu'il avait promis au peuple congolais, l'état de droit, qui peut demain après-demain générer tout ce que le Congolais attend comme bien social où le peuple est d'abord. Il est toujours à l'écoute de ce peuple qu'il a mis là-bas. Il est en train de l'écouter à tout moment. Mais vous voyez, le président Félix est face à une difficulté assez facile à passer outre. La difficulté, c'est quoi? Monsieur Félix est entre deux coalitions. La première, c'est la coalition UDPS et UNC et alliés. La deuxième coalition, c'est CACH FCC. C'est deux problèmes très majeurs. D'une part, les uns veulent s'enrichir, lui veut l'état de droit. Et donc, cette difficulté, je crois qu'avec la nouvelle classe qui gère actuellement le pouvoir judiciaire, je crois que nous pouvons espérer gain de cause et le président Félix continuera sur la bonne voie. Déjà aujourd'hui, nous n'avons jamais vu les fameux accords de cette coalition. Et déjà, nous nous disons que peut-être c'est une coalition qui part sur l'absurde et ne peut pas donner. Avez-vous déjà vu, ça c'est un exemple tout à fait social, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est visité par, une femme visitée par un mari de nuit et demain matin il a un enfant? C'est vraiment impossible. Donc, la coalition doit être faite sur base d'un accord que tout le monde connaît. Pas un accord qu'on ne connaît pas, que nous ne savons pas attaquer. Et donc, je pense que, à mon avis, cette coalition, pour moi, ne peut pas exister. Merci beaucoup. Ma Mission TV, le miroir du monde.